10h55, j'accueille Anthony et Xavier sur la scène pour nous faire un petit Rex Transfo Cloud Nexity. C'est nous. Xavier, salut. Vous m'entendez? Yes. Ah, ça c'est cool. Ça. Du jour, comment créer une solution de log management à l'aide de Datadog? Tout à fait. Et on a l'immense honneur de passer après Steve. Tout à fait. Et, bonjour à Jérémy et Maxime dans le chat. Je vous laisse les garçons. À tout à l'heure. Ça marche. Merci, à tout à l'heure. Alors, est-ce qu'on voit bien la présentation? Ouais, on la voit bien. On la voit bien, on ne va pas la louper. Hein. Par contre, je ne vois pas les commentaires, moi, de mon côté. Je ne sais pas si les gens sont là ou pas. Alors moi, du coup, je vois pas très peu parce que je vois nos deux caméras et les talks et les commentaires en même temps. Donc je prendrai les questions si elles viennent au fil, si besoin. Ce sera peut-être plus simple. Emmanuel va les prendre de toute façon. Ok. Ah ouais, c'est bon. Je vois les conversations. Allons-y. On est parti. On est parti. Hop. Donc bonjour à tous et bienvenue dans ce Rex qui va présenter une solution de log management que nous avons implémentée chez Nexity. One, two to rule them all. Donc, le but c'est de voir comment nous avons utilisé le produit au sein de Nexity. Alors, je me présente, Top Xavier, je suis cloud architecte DevOps chez Nexity. Je suis le product owner de la Log Factory actuelle et product owner également de la CI/CD. Et je suis un passionné de technologie. Et je te laisse présenter, Anthony. Alors moi, c'est Anthony Giraud, je suis consultant cloud et DevOps chez Ypon Lille. Et j'ai accompagné Xavier dans ce projet. J'aime beaucoup la technologie, la sécurité et aussi la raclette et la bière. Parce que c'est aussi important dans la vie. Et les deux ensemble, bien sûr. Alors, qu'est-ce que le programme Transform? C'est le gros logo que vous voyez en gauche. Ce programme Transform, en fait, s'inscrit dans la stratégie Go-to-Cloud de Nexity. C'est un programme qui a débuté en 2019 et s'étend sur 36 mois. Il comporte 3 vagues, l'intégration des services natifs AWS, l'architecture cloud native, l'optimisation, le contrôle et l'évolution de ces plateformes. Le but est de créer de la valeur en s'appuyant sur un nouvel modèle économique pour piloter un ICI de qualité et sécurisé. Sachant que nous avons fait un big up sur le cloud également l'année dernière, hein, où on a souhaité être data centerless et on a tout migré en lift and shift sur AWS. Le chantier Log Factory, en fait, s'inscrit dans cette démarche-là de modernisation de notre SI, mais il y a également d'autres chantiers qui sont en cours de réalisation, comme du SATA-WAD, du stockage, de la supervision, de la CI/CD. Donc, c'est vraiment un gros chantier, un gros programme qui regroupe pas mal de mises en avant et d'évolution de notre SI chez Nexity. Alors, je fais partie de ce qu'on appelle un CCOE, un centre de compétences cloud multidisciplinaire. Ça regroupe des architectes, des DevOps, des spécialistes du cloud. Il a un rôle d'expertise dans le domaine du cloud et est garant des respects des bonnes pratiques. Il s'articule autour de 4 domaines, la fondation, tout ce qui est fondation, cloud, learning zone, la veille et l'innovation, l'automatisation et la compliance et l'optimisation comme le finance. C'est un acteur majeur en fait de la transformation cloud chez Nexity et il participe à l'ensemble des chantiers du programme Transform. Pour m'aider à bien, donc, nous avons fait appel à la société Ypon justement pour nous guider, pour choisir les meilleures solutions que nous souhaitions mettre en place par rapport à la Factory. Alors, pour commencer, nous avons défini un petit peu le contexte de Nexity, ses enjeux, ses problématiques. Après, nous allons expliquer comment nous avons bâti notre Log Factory. Et après, on fera un petit focus direct sur les difficultés rencontrées et on finira par des questions. Contexte et enjeux, donc on va faire un petit état des lieux, un historique des technologies utilisées et un exemple d'incident qu'on avait avant chez Nexity et un petit focus également sur les conséquences et enjeux du projet. En termes de technologie,
Voici un petit peu les technologies qu'on utilise nous aujourd'hui chez Nexity. Donc, ça passe par du Java, du .NET, du K8S, du 2IS. On a également diverses technologies orientées log, hein, comme du Splunk, de Elasticstack et du CloudWatch, et aussi également beaucoup de fichiers. Et ce qui est important, c'est l'organisation qu'on a aujourd'hui chez Nexity, c'est qu'on a plusieurs systèmes d'information hétérogènes et complètement indépendants. On a des équipes de développement internes et externes. On n'avait pas de product owner, hein, pas de quelqu'un qui pouvait piloter tout ça, et pas de normes ou de directives claires à respecter. Et évidemment, pas de centralisation des liens. Alors voici un petit peu l'historique, hein. Donc les machines communiquaient avec CloudWatch ou principalement avec des fichiers déposés sur le serveur actuel. Merci pour l'info. On avait un petit peu de Sentry également beaucoup de fichiers. Pour tout ce qui est K8S, on était parti sur une stack Elasticstack, hein, et tout ce qui était on-premise, c'était également beaucoup de fichiers, beaucoup de Splunk. Alors voici un petit exemple en fait d'incident chez Nexity qui nous a fait réfléchir. Hein. C'est un petit peu la chronologie d'un incident pour aller récupérer les logs. Donc un incident se déclenche, un incident de production se déclenche. Incident de production, on passe au niveau 3 parce qu'on n'a pas su résoudre l'incident par rapport au niveau 1, niveau 2. Les développeurs demandent des logs à l'exploitation. Donc il y a des créations de tickets, il y a des TSM derrière, etc. La production réceptionne le ticket, ils récupèrent les logs sur le serveur ou sur CloudWatch et transmettent les logs aux demandeurs par mail ou par partage réseau. Et de ce fait-là, on avait un traitement des logs au bout de 1 ou 2 jours à peu près. Donc c'est assez catastrophique sur un incident qui peut être important et apporter des problématiques business. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a essayé de réfléchir vraiment par rapport à ce programme Transform à une nouvelle solution de Log Factory. Les conséquences de toutes ces technologies utilisées et le fait qu'on n'avait pas de normes, c'est que chacun faisait ce qu'il voulait, c'était chaotique, trop de solutions différentes, des complexités, énormément de complexité par rapport aux solutions utilisées et une dette technique qui augmentait. Pas de gouvernance, pas de roadmap clair et évolution de ces stacks, chacun faisait, comme je disais, c'est ce qu'il voulait. Des difficultés d'utilisation pour des personnes non techniques. Il ne faut pas oublier que certaines personnes, comme des chefs de projet, des fois, ont besoin de savoir ce qui se passe sur leur application. Des coûts d'entretien élevés versus besoins réels. On mettait en place automatiquement en fait, des stacks Elasticstack, par exemple, mais des fois, les développeurs ne savaient pas que ça existait ou l'utilisaient une fois par mois. Et on a aussi des problématiques de sécurité, de gestion des droits par rapport à tout ça, parce que comme on n'avait pas de gouvernance, la sécurité, on devait avoir l'information directement, le plus rapidement possible, et des fois la sécurité était délaissée par rapport à ça. Les enjeux du projet Log Factory, le but c'était d'avoir plus d'agilité dans la détection et la résolution d'incidents, des stratégies d'alerting qui n'existaient pas ou peu avant. Le but également était de rationaliser les coûts, avoir une seule Log Factory et avoir des fonctionnalités à tiroir qu'on pouvait activer ou désactiver. Il fallait que ce soit également une solution utilisable par tous les acteurs du projet. Et il fallait qu'elle soit évolutive dans le temps parce qu'effectivement, on est passé d'un système où tout était on-premise sur nos serveurs à du cloud et il fallait effectivement une solution qui était capable de récupérer l'ensemble de ces logs par rapport au cloud. Et enfin, il fallait avoir une vision globale des logs de nos applications. Alors, une application elle peut avoir plusieurs couches. Elle peut avoir un front, un back, du serverless, de l'AWS, de l'Azure. Donc, il fallait quelque chose qui puisse regrouper l'ensemble de ces logs vers un seul endroit et avoir une vision globale de ce qui se passait sur nos applications. Maintenant que... alors, le but maintenant aujourd'hui, c'est de... Enfin, ce qu'on a fait pendant le projet, c'est de bâtir une nouvelle Log Factory. Et maintenant que vous connaissez les enjeux et contextes, vous comprenez maintenant pourquoi nous avons besoin d'une Log Factory digne de ce nom. Mais d'abord, vous allez commencer par la base, c'est-à-dire l'observabilité. Je vais laisser Anthony l'expliquer.
Merci Xavier. Donc, maintenant qu'on a vu l'ensemble des problèmes, il s'agirait de savoir comment on va les résoudre. Donc, aujourd'hui, en fait, l'observabilité, on en entend partout, avec l'essor du DevOps, du SRE et du cloud. En fait, c'est très important d'avoir de l'observabilité sur ce qui se passe parce que ça permet de réagir plus rapidement, ça permet de résoudre des problèmes, ça permet de débloquer des personnes, ça permet de gagner plus d'argent, puis aussi, ça permet d'utiliser des technos cool qui mettent des paillettes dans nos vies, comme l'a dit Sébastien tout à l'heure. Ce qu'il faut rappeler sur l'observabilité, c'est elle se positionne sur trois grands piliers. Tout d'abord, les logs. Bon, je pense que beaucoup de gens le connaissent, mais on va quand même reprendre ça. C'est ce qui permet de comprendre concrètement ce qui se passe sur une application quand ça plante. Le log, il a un timestamp et du coup, on peut voir quand on a des soucis, on peut voir les logs et on a une bonne idée de ce qui se passe. Les métriques, ça va être les chiffres de ce qui se passe sur notre application, consommation RAM, consommation CPU, l'ensemble des autres qui tournent, etc. Ce qui nous permet d'avoir l'état de santé en temps réel. Et enfin, les traces, qui sont peut-être le truc le plus important, selon moi, aujourd'hui. C'est ce qui permet de suivre le parcours d'un utilisateur dans un système distribué, parce que c'est facile de vite le perdre, surtout quand on fait du serverless. Les traces, ça nous permet de suivre son parcours et ça nous permet aussi d'identifier là où c'est lent, là où ça marche pas, là où on a des problèmes et là où on pourra intervenir. Hop. Ouais, parce que j'ai pas la main sur. Alors maintenant, comment on a abordé le projet concrètement? On a commencé par une phase de cadrage l'année dernière en novembre 2019 pour commencer le projet en janvier. Et ce qu'on a fait en février, tout d'abord, c'est je vais le présenter par la suite, hein, mais on a fait des interviews, on a récolté les besoins de la nouvelle solution qu'on allait bâtir. Suite à quoi, on a fait une phase d'intégration des pilotes. Quand on a déterminé la solution, on a fait des pilotes, des projets qui étaient volontaires d'essayer la solution et d'essuyer les plâtres un peu pour nous. À la fin de cette phase de pilote, on a fait un atelier global avec toutes les équipes pour leur expliquer comment fonctionnait l'outil, comment ils pouvaient l'utiliser et s'ils pouvaient poser leurs questions et tout ça. Et on a créé des dashboards génériques que Xavier vous présentera par la suite. Et enfin, on a terminé le projet en janvier 2020. Voilà, donc c'est un projet qui a duré à peu près 6 mois pour tout faire. Alors, pour récupérer les besoins, nous, on voulait, comme vous avez dit, une solution qui soit utilisée par tout le monde et qui soit facile d'utilisation. Donc, la première étape, c'était de savoir c'était quoi les besoins de tout le monde. Parce que nous, on avait déjà une bonne idée de ce qu'on voulait faire, mais on voulait s'accorder à ce que on n'oublie pas quelques éléments et qu'on était bien en phase avec tout le personnel de Chenexity. Donc, ce qu'on a fait, c'est que Xavier et son équipe, ils ont identifié des personnes qui étaient acteurs en fait de Nexity. Donc, on a pris des responsables d'application, des architectes, des RSSI, des développeurs, des techniques, etc. Et des personnels non techniques aussi. Et en fait, on les a interviewés en one-to-one dans une salle, de manière anonyme et individuelle. Alors pourquoi on a fait ça? C'est pour éviter que leurs propos se sentent discriminés par rapport à leurs propos, pour libérer complètement la parole. S'ils disaient que l'ancienne solution c'était nul, ils avaient le droit de le dire. Voilà, c'était pour être très clair, pour éviter d'avoir de la pression managériale ou de la pression je ne sais quoi. Donc on a pu libérer le propos et ça a été rapporté de manière anonyme. Suite à quoi, on a compilé les résultats et on a fait une synthèse avec des axes, des axes de besoins qu'on avait identifiés. Et après ça, en fait, on a fait une étude de marché que je vais présenter par la suite. Donc, l'étude de marché, on a pris 4 solutions très connues du marché et que je pense que certains d'entre vous utilisent déjà. Donc, Datadog, CloudWatch, Elastic et Splunk. Donc ces 4 solutions, donc il y en avait certaines que Nexity utilisait déjà hein, comme Elastic. C'est pour ça qu'on les a gardées en tête. Et avec ces solutions-là, on les a classifiées dans un tableau avec les besoins. Voilà, on les a classés dans un tableau avec les besoins. Alors là, c'est sur les besoins Nexity des interviews. Donc ça peut peut-être vous choquer par rapport à d'autres technologies. Il faut bien comprendre que là, l'idée, c'est que Datadog est en tête, mais c'est pour les besoins Nexity qu'on a récoltés lors des interviews. Donc, ces besoins, très concrètement, on voulait avoir
une solution qui est, enfin, les personnes voulaient avoir une solution qui soit simple, qui permet de détecter les erreurs simplement, qui permet de centraliser, qui soit sécurisée et qui aussi permettre d'avoir une rétention assez longue parce que Nexity manipule les données financières et il y a des lois d'audit dessus. On doit garder les données pendant un certain temps, donc c'était important. Mais il y a aussi des besoins qui étaient un peu moins importants qu'on a mis en orange et en vert, par exemple. Donc l'APM, typiquement, c'est un truc que Nexity souhaite avoir, mais peut-être pas pour tout de suite, peut-être pour un jour. Et c'est ça aussi qui a fait un peu la distinction avec Datadog. Donc ça, c'était pour les besoins Nexity. Et ensuite, après, il y avait aussi d'autres besoins qui étaient liés au programme Transform que Xavier a présenté précédemment. Vu que Nexity migre vers le cloud, il y a vraiment une philosophie de tout ce qui se rapproche un peu au cloud et au DevOps et au SRE qui est chez Nexity. Donc ces besoins-là, par exemple, typiquement, c'est le Pay as you go. Je pense que vous êtes beaucoup dans ce cas-là à vouloir en fait du Pay as you go aujourd'hui. C'est un peu la norme et c'est très en vogue. Datadog et CloudWatch aussi d'ailleurs, c'est une solution qui peut être très utile quand on veut faire du Pay as you go parce que ça nous permet de démarrer petit et si ça foire, bah on n'a pas perdu beaucoup d'argent en fait concrètement. On a fait un petit essai. On peut répartir les coûts par équipe et les réduire. Donc ça, c'est dans les logiques plutôt de FinOps. Ça peut être intéressant. Et ensuite aussi, on prend en compte le RGPD. Donc ça, pareil, on a fait une pondération avec Datadog et les autres solutions, CloudWatch, ELK et Splunk. Suite à quoi, en fait, on a pondéré les besoins et on les a mis dans un tableau récapitulatif. Et donc, effectivement, on avait les deux solutions en tête qui étaient CloudWatch et Datadog. Datadog qui était quand même clairement en tête là-dessus. Et c'est pour ça qu'on est parti sur Datadog, très concrètement. Alors, pourquoi Datadog? Donc, en plus des besoins qu'on a cités plus tôt, il y a aussi d'autres éléments. Premièrement, c'est une plateforme qui est très simple. Datadog, pour ceux qui l'ont déjà utilisé, même quand on n'est pas technique, en fait, c'est du drag and drop. On le verra un peu tout à l'heure. C'est simple à prendre en main, même pour des personnes qui sont pas technophiles, par exemple. Ça permet de centraliser. Datadog, on peut faire des logs, des métriques et des traces dessus, même encore plus d'ailleurs. Ça permet d'avoir un seul outil sur lequel on a tout centralisé. Là où à l'époque, chez Nexity, on avait du Splunk d'un côté, de l'ELK de l'autre, enfin, c'était très compliqué. Là, on a une seule plateforme dans laquelle on a tout. C'est quand même beaucoup plus simple. La transformation, qui va de phase avec la partie du programme Transform de Nexity. L'idée, c'est que vu que Datadog, c'est un outil qui va bien s'intégrer au cloud et qui va nous permettre de remonter plein de logs de tous les environnements, que ce soit du cloud, du on-premise, du Kubernetes, etc. Ça permet de transformer en fait tout le SI et de s'intégrer à la logique de transformation, pardon. Et enfin, c'est évolutif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le thème, c'est les logs. Mais si demain, Nexity souhaite de faire de la PM ou souhaite faire des métriques, Datadog permet de le faire de manière assez simplement en changeant un peu 2-3 fichiers de conf. C'est quand même pratique. Donc maintenant qu'on a identifié l'outil qu'on allait utiliser et ses qualités et en quoi il répond aux besoins, on va peut-être faire un petit focus sur comment on va l'utiliser dans le cas de notre Log Factory. Donc ce qu'on va utiliser sur Datadog, comme j'ai dit, c'est le log management, mais on va aussi pouvoir faire des dashboards, parce qu'on va le dire par la suite. Depuis les logs, on peut générer des métriques, et depuis des métriques, on peut générer des graphes, des camemberts, enfin des statistiques qu'on peut mettre dans des dashboards. Depuis ces statistiques, on peut faire de l'alerte. Par exemple, quand il y a trop de logs d'erreurs ou pas assez, ou peu importe, on en parlera par la suite, mais on peut faire de l'alerting. Et enfin, après, sur une note un peu plus mineure, mais qui est quand même importante, on a quand même l'intégration très forte avec tous les services AWS qui peut se révéler très utile. Alors, petit focus maintenant sur le log management dans Datadog. Datadog, en fait, de base, tous les logs qui sont ingérés par Datadog ne sont pas indexés. En fait, quand on veut indexer un log, on peut mettre des règles de pattern. On dit j'indexe tous les logs qui ont ce pattern-là. L'intérêt, c'est qu'on peut vraiment sélectionner les logs qui nous sont utiles et jeter à la poubelle les logs qui ne nous servent à rien. Enfin, jeter à la poubelle pour être plus précis. Les logs qui sont ingérés, ensuite, ils sont mis dans une solution d'archivage. Donc, typiquement S3, on en parlera un peu par la suite. Et une fois que les logs sont indexés, c'est là où on va pouvoir les traiter. On va pouvoir récupérer un fil d'événements en temps réel. On va pouvoir faire des métriques dessus, faire des recherches full text, des dashboards, etc. Et pas de panique, en fait. Si on n'a pas indexé le log en temps réel,
derrière, si on peut réindexer des logs depuis S3 ou depuis notre solution d'archivage, ce qu'on appelle la réhydratation, Datadog nous le permet. Donc, même si on n'a pas indexé tout de suite, c'est pas très grave, il n'y a rien de grave. Alors, on va passer à l'étape la plus importante, c'est l'intégration de la nouvelle solution au sein de Nexity. Donc, il y a d'abord un travail d'organisation de la solution. Il y a également une phase de pilote. On a travaillé également sur les dashboards et l'alerting, et enfin l'automatisation. En termes d'organisation, nous avions deux choix possibles. Une organisation avec une gestion de user avec du airbag, ce qu'on appelle, c'est juste de la gestion des droits un petit peu avancée, qui était une nouveauté en fait de l'année 2020 et qui n'était pas encore assez fine à notre goût. C'était quelque chose d'assez complexe à mettre en place parce qu'il y avait beaucoup de mouvements dans les équipes. Il faut donner les bons droits aux bonnes personnes pour qu'ils aient accès au bon log ou à la bonne fonctionnalité. Ce que nous, on veut donner par rapport à cette solution, c'est de l'autonomie totale du projet à utiliser les solutions, à utiliser les fonctionnalités et avoir vraiment de l'autonomie et éviter d'être un SPOC pour aller donner les droits, pour aller donner pour configurer un rôle qui est peut-être différent par rapport à une autre équipe, ce genre de choses. Donc, ce qu'on a fait comme choix, c'est de ne pas avoir une seule organisation, mais avoir un mode multi-organisation. C'est une feature en fait que propose Datadog. Donc, on a une organisation maître aujourd'hui qui est celle de Nexity, une organisation parente qui s'occupe de toute la partie de billing. Et on a après des sous-organisations qui sont organisées par application et sur laquelle en fait on donne vraiment l'indépendance au projet de gérer ses utilisateurs, de gérer ses rôles et après de gérer tout ce qui est pay as you go, c'est-à-dire que s'ils veulent de la PM, ils le font et il n'y a pas de souci. Et après, il y a une refacturation des coûts qui se déroule derrière. En termes d'intégration, aujourd'hui, Datadog s'intègre à énormément de systèmes et à des clouds différents, que ce soit Azure, que ce soit AWS, que ce soit GCP. Donc, c'était vraiment une solution intéressante c'est vraiment une solution intéressante à utiliser. Ce que nous avons choisi par rapport à l'intégration des logs aujourd'hui, c'est d'être un petit peu agnostique. C'est-à-dire que nous n'avons pas pour l'instant utilisé l'agent Datadog en tant que tel, mais utiliser un autre agent qui s'appelle FluentD et qui lui est capable de en fait transmettre l'ensemble des logs vers n'importe quelle plateforme, mais dont Datadog, où il y a un plugin Datadog. Par rapport à tout ce qui est écosystème AWS, il y a une intégration AWS native qui existe, sur laquelle, grâce à un rôle IAM, on est capable d'aller récupérer l'ensemble des métriques des différents services AWS. Et plus spécifiquement par rapport au log de ces services, on a décidé d'utiliser la Lambda Forwarder fournie par Datadog, qui permet de récupérer l'ensemble des logs de ces services. Par rapport à l'intégration des pilotes, on a fait un choix qui devait justement regrouper l'ensemble du périmètre applicatif, enfin des technologies du périmètre applicatif de Nexity. Donc, on a pris deux applications qui viennent de Legacy, qui sont pas du tout cloud native, qui sont de 2IS basiques avec du .NET par exemple ou du Java. On a pris également deux applications Cloud Container, donc c'est des applications qui étaient dans K8S, et une application complètement cloud native, full serverless, sur laquelle justement on pouvait positionner ensemble des intégrations natives Datadog. Donc ces 5 applications en fait regroupaient l'ensemble des briques techniques Nexity utilisées par Nexity. Ça permettait vraiment de faire le tour en fait de l'ensemble des obstacles techniques qu'on allait rencontrer par la suite pour l'implémentation de la Log Factory. Alors on est passé de fichiers, plein de fichiers avant où on devait faire des contrôles S, etc. Pour aller chercher l'information, à cette console de log aujourd'hui qui nous permet justement d'être très fin dans les recherches et dans la recherche d'incidents, dans la recherche d'erreurs. Donc avec une partie vraiment filtre sur la gauche, la partie centrale qui regroupe l'ensemble des logs qui ont été indexés par Datadog, et sur la partie droite, vraiment la partie détail sur laquelle on peut visualiser exactement de manière très, très détaillée ce qui se passe sur notre application par rapport au log qui est survenu.
D'autant que les logs ils sont tagués en plus, ils ont des attributs, donc on peut les filtrer par environnement aussi. Tout à fait. Ce que nous permet également la solution, c'est définir, de visualiser ce qu'on appelle les log patterns. C'est une fonctionnalité qui est offerte dans le Log Explorer. Ça nous permet d'identifier les erreurs récurrentes. Donc, si jamais on a par exemple des erreurs sur l'authentification, on peut très vite le voir sur ce log pattern avec des matchs, avec un petit peu d'IA derrière. Et on met également en évidence en fait les failles applicatives qu'on doit corriger peut-être pour les prochaines versions. Alors, ce n'est pas parce qu'il y a une erreur que l'application ne fonctionne pas, mais par contre, c'est intéressant de pouvoir voir par la suite qu'est-ce qu'il faut faire pour la corriger et dans quel contexte elle a été mise en avant. Alors, c'est pour toi, Anthony. C'est bon? Oui, mais je ne voyais pas la slide en fait. Ok, pardon. Alors là, Xavier, il a parlé de l'exploitation des logs, mais il faut bien comprendre que pour exploiter correctement des logs et tirer toute la puissance de l'outil, il est très important de normaliser les logs. En fait, il faut que les logs ils aient le même format partout sur Datadog pour pouvoir tirer la meilleure partie des log patterns, pour pouvoir tirer la meilleure partie de la recherche full text, la meilleure partie des attributs, des tags, etc. Donc, il y a aussi un travail de standardisation de la normalisation des logs à travers tout le SI qui est à faire. Typiquement, vous voulez faire en sorte que chaque équipe projet utilise le même logger, la même manière de loguer. Ça, c'est très important. Parce que après, derrière, quand on doit générer les métriques, ça va aussi avoir son importance. Par exemple, là, on peut récupérer un graphe de user traffic en fonction des logs qu'on a eu sur une application. Derrière, en fait, quand on va faire des dashboards qui seront génériques, avoir cette normalisation des logs, ce sera très efficace. Et ce qui est important par rapport à l'outil Datadog, justement, c'est qu'il est en capacité de générer des métriques par rapport au log. Et ça nous permet justement d'avoir cette capacité peut-être d'avoir des graphiques, par exemple, sur user traffic, et c'est les logs qui les génèrent, ces métriques. Ce n'est pas forcément des métriques qui sont envoyées par l'application. Anthony? Oui. Moi, j'ai un petit retard sur les slides pour ça. Ah, d'accord. Alors, le RGPD, bon, du coup, je sais que c'est un sujet qui est peut-être parfois un peu ennuyeux, donc j'ai essayé de le rendre un petit peu plus sexy. On va imaginer un célèbre capitaine pirate qui a perdu son navire et qui cherche à dormir sur une île. Et naturellement, il sort son PC pour aller sur Nexity pour avoir un appartement, parce que évidemment, c'est ce que tous les pirates font. Et vu qu'il est recherché quand même assez activement, ce pirate, il souhaite pas forcément que ces informations elles soient disponibles dans les logs, par exemple. C'est pas vraiment ce qu'il veut. Donc, pour répondre à ce problème et aider notre ami pirate, nous, on a utilisé un plugin FluentD qu'on a trouvé à la taverne du coin. Et en fait, c'est un outil qui a l'avantage d'être simple à configurer. Donc, on le voit sur la droite. En fait, c'est un petit bout de code. Donc, pour ceux qui connaissent FluentD, en fait, c'est ni plus ni moins qu'un filtreur matcher. C'est ce qu'on fait pour envoyer log à Datadog. C'est juste quelques lignes à ajouter. Et là, par exemple, on a décidé de hacher les attributs du prénom, du nom et du mail. Mais on pourrait très bien hacher l'IP, par exemple. C'est pas gênant. Et on voit le résultat dans les logs en bas que, effectivement, le nom, le prénom et le mail, ils sont pas exploitables. On peut pas les récupérer. Bon, l'IP, là, on voit qu'elle est exploitable parce qu'on n'a pas la hacher, c'est pour pouvoir dire qu'on peut faire le choix sur les sélections des attributs. L'intérêt de cet outil, c'est qu'il est open source, donc il est gratuit, il est facilement intégrable, et en plus, il consomme sincèrement vraiment rien du tout. Donc, il est agnostique de Datadog. Pour le coup, vous pouvez l'utiliser si vous faites du ELK, ça marche tout pareil. Donc, c'est un truc que je peux vous conseiller de mettre, c'est plutôt simple. Et puis, ça permet d'être un peu plus compliant RGPD. On a dit qu'on avait que l'intérêt de Datadog, c'était de centraliser au même endroit les logs, les métriques et les traces. L'intérêt, c'est aussi de pouvoir faire de la corrélation entre tous ces événements-là. Imaginez, par exemple, à un moment donné, vous avez une métrique qui est parfois un peu étrange. Vous pouvez faire clic droit dessus pour récupérer tous les logs qui sont en lien avec cette métrique. Vous pouvez récupérer d'autres métriques qui sont en lien. Je prends un exemple tout bête. Hein. Vous avez un ralentissement sur votre application. Par exemple, les requêtes, elles sont en timeout. Vous avez une métrique de temps de réponse qui est très haute. Vous avez fait un clic droit, vous allez trouver les logs, vous allez trouver des logs en erreur, et vous allez trouver d'autres métriques qui sont corrélées, peut-être un CPU qui est trop surchargé, de la RAM qui est trop surchargée, peut-être des pods qui ont été kill. C'est vraiment ce côté d'observation. Finalement, les logs, les métriques et les traces, elles sont liées,
Et Datadog, c'est un truc qui permet de faire la corrélation très facilement avec un clic droit, en fait. Donc ça évite le casse-tête et c'est aussi pour ça qu'on a choisi l'outil. Alors, Big picture. maintenant, au niveau de la big picture, donc ça, c'est un peu toute la landing zone qu'on a faite autour de Datadog. Alors, vous inquiétez pas, ça a l'air compliqué comme ça, mais ça l'est pas vraiment. Je vais un peu expliquer point par point. Alors, sur la partie droite du schéma, en fait, on voit vraiment toute l'intégration des logs avec le flux MD. Donc, on a les applications sur EC2, les applications sur Kubernetes et les applications on-premise. Chacun a son flux MD et il envoie les logs dans l'organisation qui lui est propre. Sur la partie en haut à droite, on a l'intégration AWS. Alors, intégration AWS, c'est ni plus ni moins qu'une délégation de rôle qu'on donne à une organisation Datadog. Donc, par exemple, l'organisation du projet Alpha, elle va avoir son propre rôle sur AWS, ses propres permissions. Et c'est grâce à cette intégration qu'on va pouvoir récupérer des métriques CloudWatch, par exemple, mais aussi qu'on va pouvoir ajouter la Lambda Forwarder, qu'on va pouvoir ajouter, comment on appelle ça, qu'on va pouvoir ajouter le bucket S3. Alors par contre, il y a des gens dans le chat qui disent que les slides de mouvement changent pas et c'est vrai que j'ai un problème. Moi aussi, j'ai un petit décalage par rapport aux slides. D'accord, ok. Bref. Et au centre, on a vraiment toutes les organisations. Donc on avait dit, on avait des projets. Pour chaque projet, on a une orga prod, une orga hors prod. Et chaque organisation, elle est branchée sur un bucket avec un path, une clé, pour pouvoir archiver. En bas, on a la gestion des utilisateurs par Active Directory. Les utilisateurs, ils sont authentifiés par Active Directory car SSO, donc ils n'ont pas besoin de gérer leur mot de passe pour se connecter à Datadog. En fait, tout est automatisé. Et en parlant d'automatisation, tout ça, c'est à gauche. On va la présenter plus en détail par la suite, mais l'automatisation, elle est autour de Terraform et Python. Alors, les dashboards. On a fait des ateliers avec les différents tech leads pour essayer de concentrer un petit peu le besoin qu'avaient besoin les tech leads pour piloter leurs applications et être mis au courant de ce qui se passait par rapport au log. Et on a mis au point de ce fait-là un dashboard qui est le suivant, en fait, et qui est déployé sous chaque sous-organisation Nexity. Donc, c'est fait par des scripts d'automatisation Python qui permettent de faire la liste en fait des sous-organisations de l'organisation parente. Et après, c'est balancé et on récupère les dashboards et on les balance sur chaque sous-organisation. Ce qui a été demandé, c'est les journaux d'erreur sous la journée actuelle avec des volumes d'erreurs OK et KO. Ils ont également demandé ce qui se passait sur les 7 jours précédents pour pouvoir essayer d'avoir un élément comparateur justement sur est-ce que cette semaine est plus normale que la semaine précédente. Un top 10 en fait des erreurs sur la période sélectionnée et le même top 10 sur les 7 derniers jours. Et enfin un aperçu des derniers journaux de log en erreur sur le bas du dashboard. Le but, c'était vraiment de ne pas concentrer trop d'informations et de rester assez synthétique pour que tout le monde puisse en profiter. On a créé également un deuxième dashboard. Là, c'était vraiment par rapport à l'objectif Pay as you go, qui est également déployé sur l'ensemble des sous-organisations, qui permet de vérifier un petit peu la volumétrie qui est utilisée par la sous-organisation. Également les coûts associés pour chaque service utilisé dans Datadog, donc APM, les Custom Metrics, Synthetics par exemple, avoir la capacité d'avoir des alertings dessus, donc parce que c'est eux qui payent justement, c'est le service, c'est l'application qui paye sa consommation. Et ce dashboard justement utilise ce qu'on appelle des Custom Metrics, qui permet justement d'avoir des métriques un peu plus custom et pas natifs à Datadog, permettant justement de récupérer toutes ces informations-là. Alors, puisqu'on parle de Custom Metrics, on a vu un certain intérêt quand même par rapport aux Custom Metrics. C'est une capacité de transcrire des données qui sont un peu plus personnalisées dans un dashboard Datadog. Donc, on a des éléments de compte qui comptent le nombre d'événements sur un intervalle. On a des éléments de rate qui comptent le nombre total d'événements par seconde sur un intervalle. Et les gauges qui permet d'avoir un snapshot d'événements sur un intervalle donné. Donc ça, c'est plus pour la partie infrastructure. Et on est en capacité de les intégrer par différentes techniques, de l'agent Datadog, de l'API Datadog, du PowerShell, du Python et même des webhooks. Alors pourquoi c'est avantageux? Parce que avant on avait une solution, un site web qu'on avait construit de manière
on va dire, manuel, hein, avec du Vue.js, une base de données, etc., qui nous permettait de récupérer l'ensemble des métriques qui nous venaient de la qualité de code, hein, de Sonar Cloud. Et c'était vraiment du développement personnalisé, hein, du développement custom, hein, qui prend du temps parce qu'on doit gérer l'interface, on doit gérer la base de données, on doit gérer l'intégration de ces données dans la base de données. On a décidé en fait d'utiliser les custom metrics que nous offre Datadog justement pour récupérer juste ces données qui proviennent de l'API Sonar, hein, et de les balancer en tant que custom metrics dans Datadog. Et de ce temps, on a pu profiter de toute la partie dashboard que nous propose Datadog pour faire ces éléments-là. Et plus besoin de s'inquiéter sur est-ce qu'on a fait correctement la moyenne, si on a correctement fait le total, si on a du max. On utilise vraiment l'outil en tant que tel, et ça nous permet justement d'avoir une capacité d'avoir des dashboards très simplement, juste en balançant les données, les custom metrics par API ou par ce que vous voulez. Donc le ROI est très simple, hein, plutôt que de gérer un développement spécifique, de l'hébergement de ces développements et des évolutions de ces développements, on a vraiment utilisé des dashboards Datadog en tant que tel, et ça nous permet vraiment d'avoir des résultats rapides et un ROI efficace sur la partie dashboard des métriques. On a également mis en place justement par rapport à ces dashboards des alertes génériques. Donc, une détection à court terme qui permet de vérifier l'apparition d'erreurs dans les 5 minutes. Une détection d'erreurs récurrentes. Donc, c'est un volume d'erreurs plus important dans la journée et qui sont récurrentes. Et l'apparition également d'un volume trop important de logs, ce qui pourrait signifier en fait que notre application est tombée ou est sous une attaque. Donc, tous ces éléments-là, en fait, sont des éléments d'alerte qui ont été mis en place sur l'ensemble des sous-organisations et qui permettent de contacter l'ensemble des users de chaque sous-organisation pour dire attention, il y a un problème sur votre application par rapport à ces éléments-là. Pour l'instant, on a privilégié le mail, mais on est capable de faire de l'alerte multicanal, hein, sur du Slack, sur du Teams, avec du webhook et encore d'autres intégrations. L'automatisation. Je me souviens plus de ces mots, c'est toi qui le fais, Anthony. C'est moi qui l'apprends normalement. Vas-y. Et comme ça, je vais répondre à la question d'Antoine Meusson dans le chat par rapport à ça. En fait, l'automatisation, admettons par exemple, j'ai un projet alpha et je veux aller sur Datadog. Nous, ce qu'on a fait du côté de l'équipe Datadog, c'est on a tout automatisé de A à Z pour la création d'une orga pour un nouveau projet. Donc, la création de l'organisation, elle est APIsable. Donc, on l'a tapé avec du Python ou du Terraform, ou peu importe. L'ajout des utilisateurs, en fait, il se fait directement aussi pareil depuis l'API, sachant qu'on l'interconnecte avec l'Active Directory. Tout ça, c'est APIsé. Et ensuite, tout à l'heure, Antoine, tu posais la question par rapport aux dashboards. En fait, les dashboards, ils sont au format JSON. Et en fait, on en a fait des génériques. Donc, l'idée, c'est que ces dashboards-là, en fait, on va venir les inclure dans les nouvelles organisations dès leur création. Pareil pour les alertes et pareil pour les monitors. Ça veut dire que concrètement, moi derrière, j'ai mon projet, on lance le pipeline, en peut-être 10-15 minutes, je peux avoir une organisation Datadog où j'ai mon dashboard générique de projet, mon dashboard générique de coût, mes monitors génériques, qui, bon, évidemment, c'est des trucs Nexity standard, hein, on peut les refaire par la suite, mais on a quand même une bonne base qui nous permet de commencer à travailler et de commencer à exploiter nos logs et nos métriques, par exemple. En revanche, c'est quand même un point un peu négatif, c'est que pour l'automatisation, ce qu'on ne peut pas automatiser actuellement, alors ça a peut-être changé, ce que le projet vous a dit, il est terminé en juin, pardon, et Datadog, c'est une solution qui bouge beaucoup. On ne pouvait pas automatiser la création de sous-domaines. Alors pour être précis, en fait, Datadog, c'est datadoghq.eu. En fait, on peut demander un sous-domaine, par exemple, mon projet alpha, donc alpha.datadog, etc. Mais ça, on peut pas l'automatiser. Ça, c'est une demande écrite à faire par mail. C'est un peu dommage. On en reviendra pour la partie Rex à la fin. Mais voilà, tout le reste, on peut l'automatiser et c'est ce qu'on a fait dans un pipeline Azure DevOps. Côté archivage des logs, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, mais très concrètement, en fait, ça se configure pareil, c'est APIsable, on peut l'automatiser. Ça se configure dans chaque organisation, elle peut configurer son bucket d'archivage et elle peut même configurer un pattern de log qu'elle veut archiver dans ce bucket-là, par exemple.
Et l'intérêt, c'est que c'est multi-cloud. Pareil, j'anticipe une question que j'ai vue. Datadog est très agnostique du cloud, en fait. Il est multi-cloud, c'est-à-dire qu'on peut faire du GCP, du AWS, du Azure, peu importe. En fait, il y a plein de drivers en fait pour archiver les logs. Et tout cas, il y a plein de drivers pour injecter des logs, pour les récupérer. C'est pas un souci. On peut archiver au fil de l'eau. En fait, l'archivage, il se fait pas. C'est pas un chunk d'un coup. En fait, c'est continu en fait finalement. Et voilà, je pense que c'est tout sur l'archivage. L'aspect collaboration, ça c'est important quand on a une logique DevOps. On souhaite pouvoir communiquer le plus simplement possible et encore plus aujourd'hui avec le contexte Covid où on travaille tous depuis chez nous quasiment. Donc l'aspect collaboration, ça permet de, si moi par exemple je comprends pas quelque chose, je peux faire clic droit sur un log, clic droit sur une métrique, sur peu importe, et en fait je peux mettre un commentaire et taguer d'autres personnes. Donc Xavier l'a dit tout à l'heure, on a des alertes sur Slack, mais on peut directement faire ça depuis l'outil. Poser la question par exemple à un développeur, pourquoi telle métrique elle a telle valeur, est-ce que c'est pas un peu étrange? Donc on a vraiment ce côté communication qui aujourd'hui est, je pense, très important et central dans beaucoup d'entreprises. Et enfin, pour faire un RAG des difficultés rencontrées, nous, on a eu des soucis déjà dans le point de vue organisation. Le RACI a été difficile à définir. Alors, c'est pas vraiment lié à Datadog, c'est plutôt lié au fait que Nexity est en train de se transformer. Donc, forcément, c'est pas toujours simple de définir qui est responsable de quoi. Ça, c'est une difficulté qui est dans plein de boîtes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le SSO et les sous-domaines. En fait, il faut savoir que quand on crée une organisation, on peut automatiquement rajouter des nouveaux utilisateurs, mais on peut pas faire une synchronisation entre Active Directory et Datadog, de sens où si j'ajoute un utilisateur à Active Directory, il ne sera pas automatiquement ajouté à Datadog. Ça, à l'époque où on a fait le projet, c'était pas possible. Et pareil pour les sous-domaines, ce que je disais tout à l'heure. On avait des fonctionnalités à la carte. Parfois, on doit envoyer un mail à Datadog pour activer quelques trucs. Alors évidemment, ils sont très sympas, ils vont vous répondre très rapidement, mais parfois, quand on veut automatiser rapidement les choses et quand on a une logique un peu DevOps, ça peut être compliqué. Notamment, par exemple, le principe d'activer la feature des organisations. Ça, c'est un mail à envoyer à Datadog. Donc parfois, on a des fonctionnalités qui sont à la carte et c'est pas toujours très efficace, mais bon, tant pis. Au niveau de l'implémentation, au niveau de l'implémentation, on a eu quelques difficultés au niveau de l'accostage des applications, parce que on a un peu essuyé les plâtres pour intégrer tous les projets pilotes. Je ne sais plus combien on en avait, je crois une petite demi-douzaine. On a dû choisir, faire le choix de FluentD, faire le choix des plugins. Enfin, c'est quelque chose qui prend du temps et parfois on se casse un peu les dents dessus. On a eu des difficultés à organiser le Terraform et le Python au niveau de l'automatisation, parce qu'il y a des parties qui sont faites en Terraform. Évidemment, il faut créer le rôle AWS pour la délégation de rôle, il faut créer les permissions, il faut créer le bucket S3, il y a plein de trucs qui sont créés en Terraform, et en parallèle, il y a plein de trucs qui sont créés en Python pour les taper les API Datadog. Alors, vous allez me dire, mais on aurait pu le faire tout en Terraform. C'est vrai, mais le problème, c'est que le provider Terraform pour Datadog, il n'était pas assez mature à cette époque-là pour le faire. C'est pour ça qu'on a pris le choix de Python, qui était beaucoup plus efficace. Et quand bien même en Python, le SDK officiel Python pour Datadog, il manquait encore la couverture sur certaines fonctionnalités qui n'étaient pas encore développées. Donc, on a eu ce souci-là, mais bon, on a quand même réussi à le faire. Et enfin, pour l'implémentation, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut normaliser les logs, mais il faut aussi bien les récupérer, bien les parser. On peut avoir quelques difficultés avec ça, surtout quand on a beaucoup de technologies différentes. Quand on fait pas forcément que du Java ou pas forcément que du Node.js, par exemple, on n'a pas forcément les logs au même format et on n'a pas forcément le même parseur pour les récupérer. Ça, c'est une autre difficulté. Alors, je vais parler un petit peu du retour d'expérience. Comme on l'a dit Anthony, la gestion du SSO sur le métier organisation. Ce qu'il faut savoir pour le métier organisation, c'est que chacun a son SAML à être intégré. Et on a su faire justement le SSO par rapport à ce métier organisation en prenant juste le SAML en fait d'organisation parente. Et grâce à ça, on a pu accoster toutes les sous-organisations avec le SAML grâce à ce SAML parent.
En termes de retour d'expérience également, la gestion des manuels des utilisateurs, ça c'est vraiment un des points qu'on n'a pas su automatiser, qui représente une part manuelle en fait de la partie création des sous-organisations. Après, c'est contrebalancé par le fait qu'on donne de l'autonomie au projet justement pour pouvoir piloter son organisation et après il peut ajouter qui il veut. L'utilisation du plugin d'anonymisation, il est plutôt performant, on a été assez surpris. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser si vous en avez besoin. Et enfin, la suggération des logs non indexés, on a pris le parti justement de mettre ça dans Datadogs 3 avec vraiment une séparation au niveau BU et un rôle IMDI justement pour éviter que des BU puissent accéder à des logs qui font partie des autres BU. En termes d'utilisation du produit, n'hésitez pas à utiliser la documentation en ligne Datadog, pardon, pas AWS, Datadog. Elle est en français et en anglais, elle est plutôt bien construite, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Il y a énormément d'informations dedans et ça vous guide bien justement sur l'implémentation à faire de différents produits. Le retour utilisateur est plutôt bon, c'est-à-dire que effectivement, c'était notre objectif, hein, c'était pas que des techos, il y avait des chefs de projet qui voulaient avoir un aperçu de ce qui se passait sur l'application, des responsables d'application qui voulaient justement avoir une vision d'ensemble de ce qui se passait également. Donc, en termes de retour utilisateur, c'était plutôt bon. Et enfin, standardiser vos logs. On n'a pas eu de chance, effectivement, on a dû tout récupérer, tout parser les logs en fonction des contextes, en fonction des applications, en fonction des SI et trouver les bonnes règles de parseur justement pour chaque application. Mais si vous pouvez, utiliser au maximum le JSON qui nous évite justement d'avoir ces règles de parsing un peu compliquées quand vous créez vos logs dans vos applications. En termes de coûts, alors il y a des coûts indirects, hein, rien n'est gratuit bien sûr. Hein. Ce qu'on a constaté, c'est que l'AWS Intégration enclenche de cette là de l'augmentation des coûts au niveau CloudWatch, parce qu'il se sert en fait de CloudWatch pour récupérer les métriques. Le trafic web HTTP a également pas mal augmenté, dû au fait que quand FluentD balance ses logs vers Datadog, il utilise les API publiques Datadog, donc ça a fait une augmentation assez significative du trafic web HTTP. Les lambda forwarders, elles ont un coût également, hein, elles sont utiles justement pour aller transmettre les logs du service AWS vers Datadog, mais elles ont un coût comme tout service AWS. Et enfin, l'archivage, mais ça, c'est peanuts aussi, mais il faut le savoir, l'archivage S3 a un coût également. Par rapport aux agents, par rapport au coût, préférez peut-être utiliser les agents Datadog, eux qui, de ce fait-là, évitent justement d'utiliser CloudWatch pour la récupération des métriques. Donc, en utilisant les agents directement sur vos instances ou sur vos EC2, on a une diminution des coûts CloudWatch, on a une transmission plus rapide des métriques, parce que CloudWatch est un intervalle entre 5 et 10 minutes. Par rapport à l'agent, c'est beaucoup plus rapide. Et on est capable d'utiliser de cette là des autres fonctionnalités comme l'APM, les traces, qui sont des fonctionnalités natives de l'agent. Et pensez au niveau coût, pensez tout de suite au niveau du projet à comment répartir les coûts Datadog par rapport aux différentes BU, si vous le souhaitez. Ça évitera justement de se rendre compte à la fin que ça peut être compliqué justement de se dire lui il doit payer ça ou lui il doit payer ça. Et donc de ce fait-là, préparez également une démarche FinOps parce qu'on a eu quelques surprises en fait, des gens qui implémentaient en fait la partie envoi des logs vers Datadog. Ils n'ont pas fait attention à ce qu'ils transmettaient et ils ont transmis 60 millions de logs parce qu'ils ont activé le mode debug, par exemple. Enfin, il y a plein de mécanismes qui permettent justement d'envoyer que ce qui est nécessaire. En termes d'organisation, on a créé une communauté autour du produit avec un product owner et ça facilite vraiment l'adoption du produit et la conduite du changement. Donc, n'hésitez pas à créer vraiment un groupe qui est capable justement de traiter les sujets et d'échanger sur les différentes fonctionnalités du produit. Prévoir des ateliers de formation, ça c'est une évidence, mais il faut quand même le dire. Et normaliser au maximum le nom de vos projets, ça permet justement de profiter d'automatisation. En termes de ROI, on a beaucoup moins de fichiers, de logs stockés sur les serveurs et machines, ça évite notamment des incidents où l'espace disque est full parce qu'on a une augmentation forte de l'application et de ce fait, les logs augmentent de la même manière. Hein. Donc, on a moins d'incidents par rapport à ça. Et l'espace de stockage également n'est pas gratuit. Hein, donc, ça évite également d'upgrader en fait l'espace de stockage parce qu'on n'en a plus. On a une seule plateforme aujourd'hui de logs qui regroupe et les logs et l'infra, et également les traces de performance.
on est en train de décommissionner toutes les anciennes stacks ELK qui aujourd'hui étaient peu utilisées ou utilisées par des personnes qui en avaient la bonne connaissance et les compétences pour le faire. Et on a également diminué nos coûts d'infrastructure et diminué également la dette technique parce que toutes ces stacks d'ELK notamment n'étaient pas forcément mises à jour et il y avait un certain retard par rapport à ça. Et par rapport à ROI également, on a eu pas mal de projets qui utilisent maintenant Datadog qui ont eu un ROI sur la rapidité en fait, de résolution d'incidents et de proactivité au niveau des alertes. On a eu certaines applications qui ont su avant l'utilisateur qu'il y avait un problème sur leur application et ont pu régler le problème avant qu'ils s'en rendent compte. Voilà, on a fini notre présentation et si vous avez des questions, n'hésitez pas, soit maintenant, soit plus tard dans les salles dédiées à cette échelle. Il y en a déjà quelques-unes, là, je les ai lues. Ouais. Alors, les applis Legacy, oui, elles étaient on-premise, hein, me semble-t-il. Mais en fait, Oui, ça a assez peu d'importance parce qu'en fait, on va passer par Internet pour les intégrer à Datadog avec les bonnes clés d'API. Donc, finalement, ça a assez peu d'importance, en fait, de ce côté-là. Pour les logs, du moins, parce que pour les métriques, non, ça revient au même, en fait, pour gérer l'agent, ceci étant dit, c'est la même chose. Comparaison de coûts de Datadog versus les autres solutions étudiées. Bah, en fait, Datadog était quand même un peu plus cher que CloudWatch, effectivement. Il était beaucoup moins que LK et Splunk, qui explosaient un petit peu les prix. En plus que LK, c'était pas une solution qui était toujours 100% managée. Il faut quand même avoir un peu de bagage technique pour l'utiliser. Enfin, du moins, dans le contexte Nexity. Donc oui, Datadog, ça a un coût, hein, très clairement, c'est ce que Xavier disait, mais on peut le mettre en parallèle avec le coût que ça représente de ne pas avoir accès à ces logs, le coût business. Oui, Antoine, on a utilisé les sorties logs au format JSON. On parlait de normaliser les logs de manière un peu générique. On n'a pas mis de format JSON, c'est vrai, mais tout l'intérêt du format JSON, comme disait Xavier tout à l'heure, c'est qu'il y a un parseur déjà de base. On récupère tout de suite les attributs, donc on n'a pas besoin de s'emmerder à, entre guillemets, pardon pour l'expression, mais de faire des parseurs. C'est beaucoup plus simple quand on fait ça en JSON, évidemment. Et j'ai vu une autre question sur l'intégration avec les autres services. Oui, en fait, Datadog a plus de 400 intégrations, je crois, avec plein d'autres services. Il s'intègre bien à Nginx, il s'intègre bien à Apache. En fait, tous les logs Nginx, par exemple, s'intègrent bien, les métriques aussi. Enfin, il y a plein d'intégration. Évidemment, les trois grands cloud providers. La seule intégration qui nous a manqué, c'était l'une des rares qui manquait, c'était l'intégration à SonarCube, qui malheureusement n'est pas encore présente. Mais j'ose espérer qu'ils la développent. Datadog, ils font quand même régulièrement des nouvelles features. Un peu comme AWS, hein, tous les 2 semaines, il y a un nouveau truc qui sort. Donc j'ose espérer qu'ils vont le faire. Mais pour nous, on l'a pas eu et c'est un peu la seule qui nous manquait. Ce qui est un peu dommage. Alors, mais on a rattrapé ça par les custom metrics. Alexis, non, l'anneau n'est pas le même. Je ne suis pas Gollum. Clôturer ce talk. Du coup, est-ce que vous avez une dernière chose à dire? Bah, merci. Merci de votre attention. Merci de votre attention. Merci aux sponsors. Et je tiens à dire, c'était ma première conférence et je suis très honoré d'avoir pu la faire à Club Nord. Voilà. Et j'espère que ça vous a plu. Et voilà, Nicolas, bonne bière, évidemment, à 11h46. Voilà. Et raclette, tout à fait, je suis d'accord. Voilà. Merci à vous. Merci à vous deux et rendez-vous du coup à 11h50 pour Claude Souverain, par où commencer. À tout à l'heure. 4 minutes, d'accord. Merci. Yes. Merci. Au revoir.